assurance vie, il y a une chose qui est sûre, puis c'est plate ce que je vais dire, mais on va tous mourir, là, ça, on le sait, mais oui, c'est nécessaire, mais je pense qu'il faut se démarquer aussi par l'offre globale qu'on va faire. C'est sûr que si on n'aime pas parler d'invalidité, mais si vous n'aimez pas en parler, il y a quelqu'un d'autre qui va en parler. Puis c'est à oser aussi sortir, de penser out of the box. Là, c'est vraiment pas juste se limiter. Oui, il y a la simplicité des produits, mais des fois, ça vaut le coup d'aller un petit peu plus loin et d'approfondir certaines notions, puis d'être une spécialité, exemple, faire des frais généraux où personne ne veut y aller. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Oui, mais il y a des assureurs que c'est moins compliqué. Apprendre à travailler avec aussi, peut-être pas 42, j'exagère jamais quand je parle, mais peut-être pas 15 assureurs, mais de cibler ceux avec qui on est confortable. Puis, lequel aussi se bâtit une relation, puis que ça devient un indispensable là, dans la réussite. Vous écoutez Les pros de l'assurance, présentés par Emma Assurance Vie. Bonne écoute! Donc déjà, le 4e épisode des pros de l'assurance. On est vraiment fiers. Hein, Félix, on est content déjà de la qualité des gens qui se présentent à notre micro. Absolument. Tu sais, déjà là, on a eu Stéphane Rochon, Charles Fortier, pour pas les nommer, là, des gens qui c'est des mastodontes dans l'industrie qui ont fait des grandes choses. Ouais. Puis ils ont le goût de partager. Puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, c'est pas des podcasts, là, il y en a de toutes les sortes, mais des podcasts de l'industrie de l'assurance. Moi, personnellement, j'en connaissais pas au Québec. Puis là, d'en faire un, de voir que les professionnels de l'industrie, les experts, ceux qui ont de l'expérience, ils ont le goût de partager, ils ont le goût de venir parler au micro. C'est le fun de voir ça. Puis je suis convaincu que tout le monde qui écoute, il y a des petits secrets qui vont se cacher dans chacun des épisodes, que si vous écoutez bien, puis vous appliquez ça dans votre pratique, certainement que ça va augmenter votre succès. Oui, parce que c'est l'objectif. Puis on est encore une fois extrêmement chanceux aujourd'hui. On reçoit une fille absolument inspirante, Amélie Jaudoin, et je te présente de ton long, grand titre, parce qu'il est impressionnant, vice-présidente nationale, développement des affaires, assurance individuelle chez Humania Assurance. J'en ai peut-être oublié, tu me le dis. Non, ça c'est complet. Et là, je comprends que tu es un peu mal à l'aise déjà en partant de ta présence de cette façon-là. Ben oui, effectivement, je suis pas très... Ben, les titres, pour moi, ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Oui, c'est un niveau de responsabilité, ça, j'en conviens. Mais je suis pas quelqu'un qui focus là-dessus du tout, aucunement. Je pense que j'ai cheminé à travers les 18 dernières années, dont 13 chez Humania bientôt en juin. Donc, ceux qui me connaissent dans l'industrie savent que j'ai pas commencé avec ce titre-là non plus. Donc, comme quoi, il y a de la place pour tout le monde aussi. Puis comme quoi, ben ceux qui en sont passionnés, ben on peut avancer aussi dans nos sphères d'activité, aussi en responsabilité. Donc, bien contente d'être avec vous ce matin. Merci pour cette invitation que je ne pouvais refuser, malgré que des fois les caméras et tout ça, c'est pas quelque chose que j'affectionne beaucoup. Ceux qui me connaissent savent que j'aime pas me faire prendre en photo non plus. Donc, mais pour vous, ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin. Ben, c'est ça qui est le fun. Nous, on est vraiment contents de t'avoir sur le podcast aujourd'hui parce que ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble, Amélie. Puis moi, j'ai appris à découvrir l'humaine. Tu sais, puis justement, de la façon que je trouve que tu te présentes, cette petite hésitation-là avec ton titre, ça montre ton humilité, mais à quel point tu es humaine. Ça représente beaucoup les valeurs de Humania. Puis, tu sais, on va en parler durant le podcast, on s'en est discuté là, plus tôt ce matin, mais l'empathie, à quel point c'est important dans le domaine. Puis ça, clairement, t'en débordes. Fait que je suis content que les gens puissent te découvrir, malgré le fait que t'aimes moins te faire prendre en photo, te faire filmer, te faire enregistrer. On a réussi à l'avoir tout le monde aujourd'hui, Amélie. Hâte de te découvrir. Mais merci beaucoup. Tu parlais de passion. Amélie, tu parlais de passion tantôt, puis justement, ça vient d'où, là, cette passion-là du milieu? Eh mon Dieu, ça vient d'où? Moi, je suis quelqu'un de passionné à la base. Là. Je pense que j'aime beaucoup les gens aussi. Je pense que ça prend ça dans l'assurance. Comme la plupart, à peu près 90% de ceux qui sont en assurance ne viennent pas de l'assurance. Donc, pour faire une courte, longue histoire, là, je ne vais pas le dire en anglais, mais
j'ai pas du tout étudié en assurance au départ, là. Donc, moi, j'ai un background en mode. Là, tout le monde doit faire, ben voyons donc que c'est ça, c'est quoi le lien? Puis des fois, il y a des événements de vie qui font qu'on retourne pas nécessairement dans la profession qu'on exerçait. Et il y a beaucoup, par contre, de similitudes entre ce domaine-là et le domaine de l'assurance. J'étais pas du côté faire des designs et conception, là. J'étais plus du côté commercialisation, mise en marché, achat et j'en passe. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Et moi, il faut que ça bouge. Donc, j'ai retrouvé ce que j'aimais en mode, je l'ai retrouvé en assurance, surtout chez Humania. On est une compagnie très, très agile, très active, qui sort des produits. Commercialisation est là aussi. Donc, il y a énormément de similitudes. Puis, c'est pas, je pense qu'on a des fois peut-être un côté péjoratif à l'assurance, boring, mais aucunement. Puis, je pense que la nouvelle génération aussi amène quelque chose d'un peu plus excitant, là, parce que c'est pas peut-être pas très sexy l'assurance en général, Je mais pense c'est tellement il y a une nécessaire raison aussi. logique à ça, c'est parce que c'est deux sujets tabous, puis Ouais. surtout au Québec, là, l'argent et la Mm. mort, Mm. t'as pas mal le meilleur cocktail des sujets tabous. Combine ça, ça fait l'industrie de l'assurance. Exactement. Puis là, toi, t'arrives de la mode, tu décides de changer de domaine, c'est l'assurance. J'imagine que c'est pas le style vestimentaire de l'assurance qui t'a attiré en premier lieu, là. Non, c'est excellent. Non, non, qui est assez, on va se le dire, drabe par moment, mais on peut y mettre ses petites touches. En fait, ben, tu sais, j'ai eu ma fille et je voulais pas retourner. Je trouvais que c'était un domaine un peu trop superficiel. Comme tu dis, je suis humaine. Je trouvais peut-être pas ma place dans ce côté-là. Puis j'ai eu une opportunité. J'ai commencé en collectif. Vous avez compris que 13 ans Humania, 18 ans dans le domaine, donc il y a eu une période de temps où j'ai travaillé en assurance collective. J'ai adoré. On m'a donné ma chance et j'ai appris énormément. Puis je suis contente maintenant, je connais les deux domaines aussi. Travailler avec des entreprises, c'est une super belle réalisation aussi. Travailler avec des syndicats, travailler avec plein de choses. Moi, je suis une curieuse de nature, donc il y a de la place en assurance pour connaître plein de choses. Puis non, ça a été un super bagage. Puis Humania m'a approché. Il y avait pas beaucoup de gens en assurance collective non plus. Puis à l'époque, le cabinet où je travaillais était acheté. Donc, par beaucoup plus gros. Et c'est ça, de fil en aiguille. Et là, on m'a propulsé en assurance individuelle. Je dirais pas contre mon gré, mais c'était une autre étape aussi. Je suis vraiment contente aujourd'hui de l'avoir fait. Puis voilà. Donc, c'est un cheminement. Félix, ça fait quand même un bon moment que Emma collabore avec Humania. Comme une alliance, ou en tout cas, il y a comme, c'est presque de la famille, là. Ben, c'est un partenariat qui est basé sur les bonnes Ouais. valeurs, là, c'est la confiance, le côté humain, puis le plaisir de travailler ensemble. Fait que ça déjà là, c'est un bon cocktail pour avoir du fun au travail. Puis je pense que pour dealer avec des compagnies de l'Ontario plus régulièrement maintenant, c'est vraiment une particularité qu'on a au Québec. Faut aimer travailler avec les gens avec qui on va faire des partenariats, sinon ça fonctionnera pas. Puis je pense que c'est une des choses qui a créé la connexion entre moi, Amélie, avec Kim à l'époque qui était là aussi. Ça, je me rappelle encore, moi j'étais dans les bureaux de Montréal, Revisit, un partenaire qui s'appelle un MGA, qui s'appelle Mika. Gino, qui est un des actionnaires dans Emma, puis il discute un peu avec lui, puis là, Gino, il dit, ah, vous devriez absolument parler à Félix. Fait que là, Gino, moi, il se pointe, il cogne à ma porte, puis il me dit, écoute, ça te tente-tu de présenter Emma à Amélie et Kim de Humania? Fait que, ben, pourquoi pas? Fait que là, moi, me présente là dans une salle de conférence, puis on se met à discuter ensemble. Puis ce qui est ressorti, c'est, tu sais, oui, on avait tout le monde de l'énergie puis des bonnes idées, mais c'est la connexion humaine. C'est comme si ça faisait des années qu'on se connaissait, on était déjà en train de se parler, de bâtir des idées.
je me rappelle plus combien de temps on a parlé dans cette rencontre-là, mais tu sais, c'était censé être une intro de comme 15-20 minutes, mais ça, une Longtemps. heure et demie, 2 heures, là, ça a quand même Oui. clairement débordé, puis tout le monde a oublié son agenda. Puis par la suite, ben, c'est là que justement Amélie, Kim ont trouvé qu'ils aimaient l'audace qu'on avait chez Emma. Ils aimaient ce que nous on proposait comme idée parce qu'on avait quand même des idées qui étaient différentes. Puis notre façon de vouloir faire les choses respectait aussi l'ensemble des acteurs dans l'industrie. Tu sais, on s'est jamais présenté chez Emma comme un disruptor de l'industrie. On veut être un allié dans Mhm. cette industrie-là, mais on voyait qu'il y avait un manque à gagner. Fait qu'eux, ils ont vu ça. Fait qu'ils ont décidé, Amélie et Kim, de planifier une rencontre avec l'équipe de la présidence de Humania, où Emma, dans le fond, on pitchait notre concept, où on voulait aller. Puis je pense que c'est une des choses qu'il faut reconnaître. Ça marche pas nécessairement en tant qu'entrepreneur, conseiller, d'arriver avec de l'audace puis pitcher ses idées à n'importe quel représentant dans le domaine de n'importe quelle compagnie, puis penser qu'on va avoir une rencontre avec la présidence. Faut qu'il y ait une connexion, faut qu'il y ait une confiance qui se bâtit à un certain point. Puis il faut avoir des idées qui sont différentes. Fait que, clairement, on dirait que nous, on avait ça à l'époque. Puis de là a découlé un super de beau partenariat parce qu'on a lancé, quand on est rendu à notre cinquième produit. Ensemble, on change notre questionnaire sous peu. On est toujours en train d'améliorer les processus puis chacune des caractéristiques du produit ensemble. Puis ça se ferait pas sans la collaboration humaine justement de Amélie, je pense à Valérie chez Humania, François dans l'équipe de Curia, Andrew en tarification. Tout ça, c'est un travail Ouais. d'équipe, mais à hauteur humaine. Puis c'est ça qui fait la grande différence de ce partenariat-là. Puis pourquoi Emma, on est fiers du partenariat avec Humania. C'est parce qu'au final, il y a des humains qui ont du plaisir à travailler ensemble. Ça fait toute la différence. Puis on est chanceux, ça a aussi un impact dans les résultats. Les résultats sont là. Tout le monde semble satisfait de ce Oui. partenariat-là. Puis malgré les difficultés, malgré les bons coups, on a toujours un moyen de se rassembler, de toujours vouloir améliorer les choses, puis avoir un esprit de se challenger mutuellement, mais toujours dans le respect. Fait que c'est un peu ça le partenariat avec Humania. C'est beaucoup de choses, mais en même temps, quand tu regardes la base, c'est un peu comme une relation avec un meilleur ami. Ben, il y a de la transparence aussi, que je dirais, tu sais, entre on est capable de se parler, puis ça, pour moi, c'est super important parce que oui, tu sais, il y a une relation client-assureur, oui, mais partenaire-assureur, mais d'être capable de se dire les vraies affaires, pour moi, ça, c'est bien important. Puis ça, c'est une valeur que je prône à tout instant. Puis la confiance est là aussi quand il y a de la transparence. S'il n'y en a pas, ben, c'est moyen. Donc, ouais, longue vie à ce partenariat. Ouais, Mais c'est un bel exemple, donc, de l'importance de la collaboration entre fintech, Oui, compagnie d'assurance, ou que ce soit une fintech ou non, là, mais dans ce cas-ci, fait que, c'est. Puis ça permet de propulser l'un et l'autre, finalement, quand c'est bien fait. oui, Amélie, pour absolument. en avoir aussi côtoyé beaucoup dans le cadre de ton rôle, les courtiers qui débutent, selon toi, c'est quoi la plus grande difficulté, le plus grand challenge? Le plus grand challenge, mon Dieu, il y en a des challenges. Présentement, je dirais que il faut bâtir Ouais. une clientèle. Ça reste que c'est comme ça. Peu importe, on est agent immobilier, tous les domaines. Tu sais, je fais un parallèle, j'aime bien ça. Moi, je suis très visuelle, j'image les choses, mais c'est pas parce que c'est la même chose, nous, quand on rencontre des courtiers. C'est pas parce qu'on rencontre un courtier aujourd'hui que demain matin, il va avoir une vente à faire avec Humania ou que. Faut laisser le temps d'installer les gens. Je trouve qu'on est de plus en plus pressés à avoir des résultats immédiats. Je pense qu'il faut laisser aller les choses. Il faut comprendre certaines choses aussi. Il faut choisir ce qu'on aime faire aussi. ouais,
Mm. Ah, puis malheureusement, c'est pas un domaine où, malgré que tu aies toutes les connaissances, connaisses bien tes produits, tu étudié, que les résultats vont venir. Tu sais, des fois, faut travailler fort, puis même en travaillant fort, ça peut prendre du temps avant que les résultats soient là. Tu sais, j'aimerais revenir sur certains points que tu as mentionnés, parce que c'est des conversations qu'on a eues souvent, mais tu sais, la moyenne d'âge dans le domaine, moi, la dernière statistique que j'ai vue, c'est 58 ans. 58 ans dans un domaine, ouais. Ok, ben peut-être que ça se rajeunit, puis que là, il y a une vague de jeunesse qui s'en vient. Puis dans ce domaine-là aussi, ce qu'on voit, c'est que les jeunes sont comme moi, mais j'ai pas de clientèle. Justement, si je veux faire un achat, ben, tu sais, un achat de clientèle, aujourd'hui, faire un achat qui est 100% financé par du prêt, c'est pratiquement impossible, sauf si on trouve un prêteur privé ou qu'on a du family money, love money pour être capable de faire ça. Souvent, il faut mettre un 30% de mise de fonds. Mais là, t'es jeune, t'as 23 ans, tu commences dans le domaine, puis là, on te propose une clientèle qui vaut 150 000. Faut que tu déposes une mise de fonds de 30%. Tu l'as pas, l'argent, là. Cet argent-là, à la limite, te sert à peut-être acheter ta première maison, commencer à bâtir ta famille. Tout ça arrive en même temps dans ta jeune carrière, mais c'est pas nécessairement facile. Par contre, une des choses qui a toujours fonctionné, c'est d'identifier une niche dans laquelle tu es bien représenté. Fait que mettons que c'est un exemple qu'on parlait souvent, Amélie, là, c'est celui là, qui assure tous les tatoueurs au Québec, là, qui est un bon vendeur chez Humania. Ben lui, dans le fond, il aime les tatous. Je pense même qu'il a déjà été très près de cette industrie-là. Fait que quand il a vu qu'il y avait un manque à gagner dans cette niche-là, lui s'est dit, bon, ben c'est quoi les meilleurs produits pour cette niche? Je vais devenir l'expert, je vais me positionner, puis à force d'en avoir 1, 5, 10, 100 tatoueurs, à un moment donné, c'est un réseau qui est quand même tout petit. Tu sais, pensez à tous les réseaux qu'on a, là, tu sais, tu joues, moi je jouais au basketball, ben, au basketball à Québec, pas mal tout le monde qui joue au basket dans un range de plus ou moins 10 ans, je les connais dans la ville de Québec, mais c'est la même chose dans le marché des tatoueurs. Fait que là, tu te bâtis une réputation, une crédibilité, tu es en mesure de te démarquer, une référence, puis ça va t'amener des revenus. Après ça, c'est quoi les prochains stades de ta carrière? Le premier stade, c'est d'être capable d'en vivre. Mais comme tu l'as dit, il y en a qu'après 1 an, 2 ans, ils abandonnent, ils quittent le domaine. J'ai entendu des histoires là, de gens qui travaillent 80 heures semaine leur première année, puis ils finissent l'année, puis ils regardent leur fameux T4A, là, le Mm. relevé de toutes leurs ventes. Écoute, des fois négatif, des fois, tu sais, un beau 10 000 fait que là, c'est le fun avec la crise de base, ils payent pas une somme d'impôt là-dessus, fait que c'était intéressant, Heureusement. tu sais, niveau fiscal, pour faire d'argent, tu sais, c'est ça, c'est intéressant. Sauf que, tu sais, à la fin, ça te fait pas vivre. Mais ces gens-là qui ont persisté, aujourd'hui, écoute, sont dans les plusieurs 100 000 de dollars avancés. C'est peut-être le meilleur conseil que moi j'ai toujours donné à tout le monde, puis je pense que tu donnes le même aussi, c'est identifier ta niche. Ça, c'est une étape de business, de plan d'affaires, mais de persister dans le domaine. C'est vieillissant, ouais. C'est vieillissant. Il y a 40% de la population canadienne qui n'a pas d'assurance. Le marché de la tarte est assez Oui. grande pour tout le monde. Il faut juste trouver un moyen de rester dans le domaine. Puis, tu sais, je dirais aussi aller où Mm. les autres ne vont Mhm. pas. Tu sais, souvent, pour donner un exemple qu'on répète beaucoup, nous, on est un assureur de prestations du vivant, mais il y a seulement 10% des courtiers qui en parlent. Donc, en assurance vie, il y a une chose qui est sûre, puis c'est plate ce que je vais dire, mais on va tous mourir, là, si on le sait. Mais oui, c'est nécessaire, mais je pense qu'il faut se démarquer aussi par l'offre globale qu'on va faire. C'est sûr que si on n'aime pas parler d'invalidité, mais si vous, vous n'aimez pas en parler, il y a quelqu'un d'autre qui va en parler. Puis c'est à oser aussi sortir, c'est de penser out of the box. Là. C'est vraiment pas juste se limiter. Oui, il y a la simplicité des produits, mais des fois, ça vaut le coup d'aller un petit peu plus loin et d'approfondir certaines notions, puis d'être une spécialité, exemple, faire des frais généraux où personne ne veut aller. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Oui, mais il y a des assureurs que c'est moins compliqué. Apprendre à Mhm. travailler avec aussi, peut-être pas 42, j'exagère jamais quand je parle, mais peut-être pas 15 assureurs, mais de cibler ceux avec qui on est confortable. Puis, lequel aussi se bâtit une relation, puis que ça devient un indispensable dans la réussite. Puis, on est toujours là pour répondre, mais après coup aussi, on est là.
Mhm. Je trouve que tu mets la table pour comme une des prochaines questions qu'on avait pour toi, qui est dans le fond, dans le fond, ce domaine-là, c'est un gros travail d'équipe. Ça, c'est pas juste un travail d'équipe avec ton agent généraux, puis tes collègues de travail au bureau, c'est aussi un travail d'équipe avec ton assureur, avec les représentants. Puis tu sais, t'as mentionné, bon, si t'aimes pas ça faire de l'invalidité, peut-être t'aimes pas faire des frais généraux parce que t'as pas de connaissances, tu trouves ça compliqué. Mais la meilleure personne pour t'aider à les maîtriser, ces concepts-là, à apprendre les produits, à voir la différence, à comment en parler à tes clients, ben, c'est la première ligne de défense ou d'attaque là, de la compagnie d'assurance, c'est l'équipe de représentants, c'est ton équipe à toi, Amélie. Tu sais, comment que je fais, moi, comme jeune représentant, qui est un peu intimidé par certains produits, d'approcher un rep d'une compagnie puis de dire, écoute, moi, je connais rien de ça, des frais généraux, mais je sais que tout le monde a peur d'en parler, fait que je me dis, je vais me démarquer avec ça. Peux-tu prendre du temps avec moi pour m'enseigner ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, puis comment vous y prenez quand vous dealez avec les représentants? Tu sais, oui, il y a les gens des ventes, puis tu sais, très humblement, on est l'image, mais en arrière de nous, il y a toute une équipe qui est prête à nous supporter et à vous supporter aussi. On n'est pas entre l'arbre et l'écorce, pas du tout, c'est pas ça. C'est vraiment, comment le voir, c'est vraiment une équipe au quotidien qui sont axés pro-courtier aussi. Ils n'agissent pas contre vous, ils n'agissent pas contre nous. On agit tout le monde ensemble. Puis ça, c'est super, super important de connaître ça. Puis les directeurs ou représentants des ventes sont là pour vous former. Oui, on sort des nouveautés, mais aussi on recueille les informations s'il y a des irritants dans certains produits qu'on fait, puis que vous n'en vendez pas ou que vous ne le proposez pas à cause de ça, on est une oreille aussi pour les conseiller. Ça, c'est important. On essaie aussi d'aller, nous, où les autres ne vont pas comme assureurs. Donc, on prône par l'exemple en sens que ça, c'est un irritant ailleurs, ça, t'en fais pas. Ben nous, on va le combler, ce besoin-là. Donc, on est à l'écoute beaucoup, beaucoup du terrain, que ce soit les directeurs de cabinet, que ce soit les courtiers. On essaie. C'est sûr qu'on ne peut pas pallier à toutes les demandes. Là. Ça, Ouais. ça serait bien trop le fun, mais en même temps, non, parce qu'il faut avoir un petit challenge. Mais on est vraiment, sont là pour ça. On donne des formations. C'est vraiment un support, puis c'est vraiment des alliés dans votre quotidien. Vraiment, vraiment, ça, c'est indéniable. Puis quand ça va, moi, je suis là pour les coacher et les emmener. Parce que je l'ai fait quand même pendant presque 8 ans, là, cette pas de job, mais oui, cette job et c'est une passion en même temps. Pour moi, c'était vraiment une passion parce que j'habite Saint-Hyacinthe et j'avais la rive nord, Laurentide, la Naudière, la Faut être Piscine. Donc, passionné oui, il faut que ce pour soit une traverser passion. Montréal. Pas le choix. Je comprends même pas encore comment j'ai fait ça aussi longtemps, mais je pense que c'est ça, c'est d'être passionné et d'être on fait partie du processus. Pour nous, c'est très valorisant aussi parce que on amène les courtiers à se dépasser. Puis ça, je pense que chaque bon représentant de compagnie, c'est comme ça qu'il doit penser. Puis chaque représentant, pour moi, je leur dis, c'est comme votre PME. C'est vos clients à vous, c'est vos courtiers à vous. Nous, sont par territoire. Il y en a d'autres compagnies, c'est par service financier, cabinet de services financiers. Donc, c'est vraiment un tout. Tu sais, c'est pas une menace, c'est vraiment des gens qui sont là pour aider à grandir et à faire grandir votre Je trouve business. que tu Donc, amènes des bons voilà. éléments parce que, tu sais, c'est un travail d'équipe. Là. Pas Quand pire. moi, j'envoie de la business, mettons, chez Mania, puis cette business-là, finalement, écoute, le client a des problèmes de santé, puis là, avec le représentant, on essaie de trouver une façon, puis il y a des formulaires complémentaires à compléter, puis là, ça tombe dans les mains du tarificateur, puis là, on se dit, hey, là, j'espère que le tarificateur va l'accepter. Le tarificateur, il veut juste ça, l'accepter. Parce que quand il refuse un dossier, il y a le rep de la compagnie, l'équipe d'Amélie qui dit, hey, comment ça, t'acceptes pas le dossier? Moi, c'est un bon représentant, il fait des bonnes ventes pour moi.
Qu'est-ce que de spécial ce dossier-là qu'on peut refuser? Il y a l'équipe de finance, comptabilité qui dit, écoute, nous, on a besoin de nouvelles primes pour que la business agrandisse. Puis le tarificateur, lui, faut qu'il protège la compagnie sur un horizon de 10, 25, 50 ans pour s'assurer il prend la meilleure décision pour accepter le risque. Fait que tout le monde travaille pour que le dossier soit placé. Fait que souvent, faut pas se voir en tant que conseiller un peu contre la compagnie d'assurance. Tu sais, moi, j'essaie de placer mes dossiers puis les faufiler d'une compagnie, puis à la fin, je me croise les doigts que tout passe. C'est au contraire, c'est tout qu'un travail d'équipe. Puis c'est en parlant, je trouve, avec les représentants de façon plus humaine que juste d'attendre le numéro de téléphone d'un courtier, d'un représentant qui va me dire hey, écoute, je suis dans ta région, j'ai une information. T'es comme ouais, je sais, moi y aller juste pour mes UFC. Ben, tu sais, va plus loin que les UFC, là. Tu sais, parle avec ce monde-là parce qu'ils vont me dire écoute, nous, en ce moment, le type de business qu'on cherche, puis on a un produit pour le sans examen médical, il a été bâti pour ça. Fait que quand tu as des clients qui ont une situation X, Y, Z, on a le produit qui fit exactement ça, puis ils vont même t'aider, puis ils sont pas gênés. Là, tu sais, Amélie, là, souvent on a eu des conversations où on parlait d'un type de dossier, puis elle me dit, regarde, je suis pas la bonne compagnie pour ça. Tu devrais appeler, là, je ne vais pas y nommer, parce que je vais pas commencer à nommer des compétiteurs quand on invite sur le podcast, mais tu sais, tu devrais peut-être considérer compagnie X, Y, Z. Ils sont ciblés dans ce marché-là. Fait que c'est là que ça devient intéressant. Fait que souvent, moi, ce que je recommande aux jeunes conseillers, tu sais, j'en ai quand même accompagné 7 là, stagiaires, là, je pense que je suis rendu à ce chiffre-là. Je disais aux gens, quand tu as une rencontre avec un représentant, c'est ta job de te préparer à cette rencontre-là. Va pas juste là en disant, bon ben, qu'est-ce qu'il y a à me dire, puis là, j'attends. Toi, tu as sûrement des questions. Étudie l'offre de service, va voir les produits, va un peu plus loin, fais-en des demandes. Tu le sais, Amélie, moi, je suis un audacieux qui ose demander des choses qui ne se demandent pas. Ben, vas-y au-delà des sentiers battus. Toi, t'aimerais ça avoir une rencontre avec un tarificateur pour mieux comprendre comment la sélection des risques se passe. Ils vont peut-être pas te dire oui, mais si tu le demandes pas, t'as aucune chance d'avoir accès à ça. Ils vont peut-être te donner de l'information supplémentaire par rapport au processus de tarification qui est pas écrit dans le guide de produit. C'est ça qu'à la fin, que quand tu es rendu avec un client, que tu as un dossier, parce que tu sais, un client à 100% santé, c'est facile. Peu importe où tu l'envoies, tout le monde va le vouloir. Mais quand tu as un dossier qui est un peu plus compliqué, ben c'est toutes ces mini-infos-là, puis cette relation-là que tu as bâtie avec la compagnie qui va faire toute la différence à la fin. Puis quand toi, tu arrives devant ton client qui dit hey, moi, j'ai été refusé 2 fois dans le passé à cause de mon problème de cœur que j'ai eu en 90, ben là, tu as l'air d'être un génie qui a trouvé la solution à son problème. Puis ça c'est gratifiant. Là, tu as fait une bonne job, mais c'est pas juste toi, c'est tout le monde qui est impliqué dans le processus qui a fait son travail. Puis on parle de l'équipe, on parle des intermédiaires. Il y a beaucoup de monde qui sont impliqués justement, MGA, AGA. Est-ce qu'on peut démystifier un peu, expliquer la différence entre ces intervenants? Ben pour nous, ils sont tous dans l'équation. Ouais. Après, Félix, si tu veux, si j'oublie des choses, tu me ramènes à l'ordre. Donc, pour nous, ben, tu sais, il y a l'assureur, il y a le MGA, l'agent général. AGA, c'est en dessous du MGA, qui est comme le master. Beaucoup d'anglicisme dans notre domaine. Et il y a les courtiers aussi, mais c'est pas c'est pas une suite descendante, c'est que c'est tous des sont reliés parce que, bien entendu, en assurance individuelle, il faut un conseiller en sécurité financière passe par un agent général pour pouvoir distribuer des produits. Je parle d'assurance individuelle parce que collectif, c'est une autre histoire. Mais donc, ce sont tous des intervenants hyper importants. Et là, c'est bien qu'on en parle parce que je reviens d'un 2 jours et demi avec, en fait, l'événement Kelba, pour ne pas le nommer. Et il y a vraiment une belle synergie qui existe, même à travers le Canada. Donc, c'était tous les assureurs canadiens avec tous les cabinets qui voulaient bien y aller, qui étaient présents sur les lieux. Donc, ce sont des gens, eux aussi, là, les agents généraux, là, on parle courtier, tout ça, mais ils sont là pour vous aider dans votre quotidien, ils sont là pour vous faciliter la tâche. Ils ont un rôle autant de conformité que de formation, que de coaching. Eux aussi, tout le monde veut amener tout le monde à s'élever et faire le meilleur, là, dans le fond, dans leur profession, puis être le plus profitable possible. Et je veux dire, il n'y a pas personne qui nuit là-dedans. On a besoin de tout le monde. Il y a une belle synergie qui existe aussi. Puis quand il n'y en a pas, ben, il y a des discussions aussi qui arrivent. Mais je pense que c'est indispensable à tous.
Il ne faut pas voir non plus ces agents généraux comme des menaces. Il ne faut pas voir non plus les courtiers comme des menaces. C'est aucunement ça. L'assureur a besoin de ces gens-là au quotidien, que ce soit au niveau du suivi des nouvelles affaires, que ce soit au niveau des réclamations. Là aussi, il y a des interactions entre tous les départements, que ce soit au niveau légal, conformité, gestion des contrats, un transfert de conseillers. Il y a tellement de choses qui se passent dans une compagnie d'assurance qu'on n'en a même pas idée. Là. Il y a des gens aussi qui reçoivent du courrier, n'importe quoi. Je veux dire, on ne fera pas tout le tour des départements, mais ça m'amène aussi, on a déjà fait une présentation dans un cégep et on a présenté tous les départements pendant 30 secondes, une minute, ils venaient se présenter. Puis je pense qu'il y a eu 12 interventions qui ont été faites. Donc, tu sais, oui, il y a les ventes, oui, il y a le légal, mais il y en a énormément d'autres. L'administration de ces contrats-là. Parce que vous l'avez vendu, mais une fois qu'il est vendu, il est avec nous. Il y a le service à la clientèle, il y a l'actuariat. Donc, il y en a des départements dans une compagnie. Et ces départements-là, souvent, interagissent aussi avec les agents généraux, interagissent aussi avec les courtiers. Finance, les relevés de commission, il y en a du stock. Là. Je pense que, ouais, mais une des choses qu'on peut dire aussi, c'est que, tu sais, avec les agents généraux, ils font la job que t'as pas le goût de faire comme représentant. Tu sais, sincèrement, s'il fallait que j'ai à faire toute l'administration, gérer les claims, quand, là, je vais dire l'expression, mais quand shit hit the fan, puis que là, il y a un problème à gérer, je suis le seul à pouvoir le gérer, puis j'ai pas l'appui de l'agent général avec l'assureur qui collabore pour essayer de régler la situation au mieux possible. Je ferais juste gérer des problèmes puis de l'administration. J'aurais jamais le temps d'être devant le client. Le bout que j'aime le plus, moi, c'est de parler avec un client, développer une relation avec lui, le guider dans ses objectifs, l'amener vers sa retraite, protéger sa famille. Quand tu gères une réclamation, c'est extrêmement difficile au niveau émotif pour le représentant. T'as une famille qui est endeuillée, t'as un chèque à les remettre, mais ce chèque-là, c'est pas juste des chiffres, c'est des humains, c'était des rêves, c'était des objectifs de famille qui étaient là. Fait qu'imagine si on te rajoute toute la charge administrative de pouvoir gérer ça, ben là, ça devient un peu trop gros. Puis là, tu peux pas aider tes prochains clients. Fait que c'est là que l'agent général est vraiment impliqué. Fait que malgré le fait qu'on le sait, là, tu sais, tout le monde fait de l'argent dans l'équation. L'assureur va faire son argent, l'agent général, le MGA, les cabinets font de l'argent, le représentant fait de l'argent. Mais dans toute cette transaction-là, celui qui en fait le plus, là, c'est le représentant. Dans une transaction, là, la, la name of the game, c'est la vente. C'est lui qui fait le plus d'argent. Après ça, le peu que tu laisses sur la table sert à aimer ta job. C'est un peu ça, C'est ça. comment que Puis l'écosystème est bâti. augmenter la productivité. Ouais. Je pense qu'il faut le dire. En par la bande, ça augmente la productivité. Si on n'a pas géré ces sources externes-là, ben, toi, tu peux aller plus vendre, puis tu peux aller au moins satisfaire plus les besoins des clients en proposant plus de produits qui amènent à augmenter ta productivité. Puis un autre point qui est d'actualité de plus en plus, tout ce qui est conformité. Je pense pas que c'est quelque chose que vous aimez faire. Moi, je déteste ça, premièrement. Puis je pense qu'au quotidien, les conseillers non plus, c'est quelque chose qu'ils veulent pas s'enfarger. Mais il y a quelqu'un qui le gère pour vous à votre place. Donc, c'est non négligeable. Puis comme tu le dis, ben, pendant qu'on gère, peu importe que ce soit de l'envigueur ou des nouvelles affaires, ben, on gère pas de clients qu'on aime rencontrer. Puis c'est ça. Absolument. C'est un tout. Écoute, moi j'ai une anecdote qu'il faut que je compte là, à ce moment-ci parce que là, l'opportunité est trop belle, puis je peux pas, j'ai pas tout le temps l'opportunité de la compter. J'avais un assureur, ok, puis là je nomme pas l'assureur. Moi j'ai réussi à acheter une clientèle en début de carrière, là, j'ai réussi à faire ça. J'ai même réussi à faire financer à 100%. J'ai même pas mis de mise de fonds. J'ai négocié mes choses, je l'ai eu, je suis content. Sauf que je savais pas quelle clientèle j'allais acheter. C'est une clientèle qui est relativement vieillissante, puis majoritairement dans une compagnie Y. Cette compagnie-là, ben, il y a un moment donné, il y a des décès, des réclamations. Fait que là, je fais quelques réclamations, mais les choses vont bien. Ça se passe bien, les réclamations, c'est des dossiers smooth, mais là, j'en ai un qui est compliqué. C'est une réclamation, le produit, il appartenait à une compagnie qui s'est fait racheter dans le passé à 2 reprises, puis terminé dans la compagnie Y. Euh, puis ça s'est conclu, le décès, puis la cause, c'est un suicide. Donc, cause de suicide. Fait que là, déjà là, tu sais que émotivement, ça va être lourd à gérer avec la personne parce que à un certain moment, il faut que je prenne un peu d'infos sur la cause du décès pour envoyer les documents pour la réclamation, et ainsi de suite. Ou même si je la demande pas, ils vont finir par me le dire. Puis là, ben,
faut que tu sois en mesure de gérer cet élément-là. Donc là, moi, je gère tout ça. Puis là, finalement, bon, on envoie la réclamation. Puis là, ça revient en me disant, hey, les dominations de bénéficiaires, c'est pas les bonnes. C'est pas les mêmes que nous, nos dossiers. Fait que là, je fais comme, ben là, moi, j'ai un relevé de contrat avec les bons bénéficiaires, les derniers. Puis sur l'information que j'ai, c'est pas moi qui ai fait la vente. Fait que là, à ce moment-là, ben là, je demande plus d'informations, savoir, bon, ben, c'est quoi l'info que toi, t'as. Fait que moi, je dis, ben, le changement de bénéficiaire, nous, on l'a pas dans nos dossiers, on l'a jamais reçu. C'est un changement de bénéficiaire qui avait été fait au début des années 2000. Et là, je fais comme, hey boy, OK. Sauf que moi, dans les documents papier du dossier que j'avais acheté, je l'ai, le changement de bénéficiaire des années 2000, sur un papier carbone pratiquement effacé, mais quand tu regardes attentivement, tu le vois, le changement de bénéficiaire, mais eux, ils disent, on l'a jamais reçu, il n'a jamais été posté. Fait que là, je fais comme, je comprends tout ça. Mais ça a été dans les mains de la compagnie qui a été acquis au départ. Fait qu'eux disent, c'est pas notre problème. Nous, on envoie l'argent à la personne qui est nommée. La personne qui est nommée, puis c'est là que ça devient tricky. Ça se trouve à être son ex-femme qui est nommée comme bénéficiaire. Sauf que sa nouvelle femme, j'ai pas encore la preuve à ce jour, mais ça semble être la sœur de l'ex-femme. Fait que là, on comprend qu'il y a peut-être une notion, peut-être d'infidélité, ainsi de suite. Ah, c'est les mêmes noms de famille, tout ça. Fait que là, moi, j'ai pas la preuve à ce jour, mais ça semble être ça la situation. Fait que là, je trouve ça déjà pas mal tricky. Fait que là, la compagnie d'assurance, elle me dit, là, avec même la MGA, il va falloir que tu informes la bénéficiaire potentielle que ce sera pas elle, puis ça va être l'ex qui va le recevoir. Fait que là, je fais comme, moi, j'ai pas envie d'annoncer ça. Fait que je vais essayer de trouver d'autres moyens. Puis là, je me dis, bon, ex-femme, était-tu marié, pas marié? Mais là, moi, il faut que je trouve de l'information sans informer l'autre personne, parce que je veux pas y annoncer ça avec le drame qu'il est en train de vivre. Fait que là, je fais mes devoirs, j'essaie de challenger la compagnie, me dire, on va aller chercher ça dans la voûte, puis on va te revenir dans quelques semaines, mais la cliente, elle s'attend à un retour. Fait que là, moi, je fais comme, bon, OK, parfait. Fait que là, je décide d'aller au palais de justice. Je me pointe là en disant, y a-tu un acte de divorce avec monsieur X? Puis là, il me dit, on peut pas te donner cette info-là. Je fais comme, écoute, je comprends que tu peux pas me donner l'info. Mais admettons que je t'explique rapidement les grandes lignes comme je viens de le faire. Tu peux-tu juste me dire s'il y a un divorce ou pas? J'ai pas besoin du papier. Finalement, il m'a glissé le papier, il me dit, regarde, c'est correct, je comprends la raison, c'est une affaire de réclamation de compagnie d'assurance. Puis c'est un document qui est techniquement public, mais faut que tu aies une raison pour le demander. Fait que là, je réussis à avoir le document, j'envoie ça à la compagnie. Fait que là, je sais qu'à la limite, ce que ça va faire, ça va entraîner la nullité de l'ancienne désignation de bénéficiaire, puis l'argent va aller aux héritiers. Fait que là, ça, c'est le testament. Si lui n'a pas fait bien son testament, c'est un peu moins mon problème. Moi, j'ai géré, mettons, peut-être une injustice dans ce dossier-là, parce qu'il y avait des documents de changement de bénéficiaire. Puis au même moment que je suis rendu à annoncer ça à la cliente, dans le fond, la compagnie sort le document de la voûte. Tu sais, imaginez, là, c'est bien noir, puis il y a quelqu'un qui sort une main du trou avec un papier, là, qui dit je l'ai trouvé. Fait que là, on a réussi à tout régler ça comme c'était censé être fait dans les papiers. Fait que quand j'ai commencé à compter ça à la cliente, parce que j'ai dit un peu les processus, pourquoi il y a eu des délais. Euh, grand soulagement. Mais dans toute cette histoire-là, c'est là que je veux mettre de l'emphase sur développer une relation de qualité avec la compagnie d'assurance et la compagnie d'assurance de qualité avec ses représentants. J'ai jamais eu d'aide, techniquement, de la compagnie en question. La seule chose qui me mettait, c'était de la pression de dire, il va falloir que tu prennes ton courage, puis t'informes ta cliente, c'est ta job de faire ça. Nous, on s'en lave les mains, c'est pas nous à faire ça. Faut que tu ailles le faire. Puis à ce moment-là, ben cette compagnie-là, demandez-moi si je l'ai vendue. Seulement quand j'avais l'obligation, puis j'avais absolument, c'était la seule compagnie qui gagnait, puis c'était pour faire la meilleure job pour mon client. Mais si j'avais le choix, j'hésitais entre deux offres égales, je prends pas cette compagnie-là, c'est certain. Ça marche des deux côtés. C'est là que ce timing-là est arrivé en plein lancement du produit Hugo. Je sais pas si c'était qui les meilleurs représentants au Canada, mais j'en ai vendu pas mal de Hugo à cette époque-là quand c'était lancé. J'ai envie qu'on se laisse là-dessus, Amélie. Tu disais que le milieu de l'assurance, ça bouge, hein, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas statique. Puis d'autant plus chez Humania, en tout cas, vous êtes beaucoup dans l'évolution rapide. Puis j'aimerais savoir ce qui vous attend pour les choses que tu peux mentionner. Il y a peut-être des choses qui sont encore sous embargo, mais c'est enregistré, tout le monde écoute, mais qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines années? Puis ça peut être pour toi aussi personnellement. Il y a des choses qui s'en viennent avec Emma aussi. Tu sais, il y a
il y a beaucoup de choses qui sont travaillées en amont. Je vous dirais peut-être de surveiller l'assurance vie, si je peux lancer un petit coup comme ça. On a aussi peaufiné l'assurance paiement avec les frais généraux. Ça, il y a vraiment eu un engouement aussi. Nous, là, on essaie de faire que le votre vie soit le plus simple possible. Donc, on élimine les irritants de certaines choses. On ajoute aussi des produits. Tu sais, souvent, vous êtes habitué de voir, on lance, il est peut-être pas complet, mais on le lance quand même parce que si on attend que ça soit complet, ça va prendre 3 ans. Comme certaines autres compagnies, eux, préfèrent cette alternative-là. Nous, on essaie qu'il soit, dans le fond, le plus vendable et vendeur possible pour vous. Mais des fois, on va venir rajouter certaines... Parce qu'on vous écoute, on va rajouter certains qualificatifs sur les produits. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient. Des partenariats aussi qu'on a. On écoute les idées. Donc, si jamais il y en a qui nous écoutent puis qui ont des bonnes idées puis qui ont le front ou ont l'envie de venir les partager ou d'avoir de l'écoute ou qu'on regarde si c'est quelque chose qui est possible de faire, on le fait. Là, on a une équipe complète pan-canadienne de représentants, donc je suis vraiment contente. Donc, il y a une annonce d'ailleurs qui est faite aujourd'hui pour un nouveau directeur en Ontario. Donc, ça suit son cours, mais c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de gros chantiers majeurs présentement, mais des améliorations certaines sur des produits. Puis, voilà. Puis, tu sais, nous, là, comme je disais tantôt, c'est vraiment de rendre l'assurance accessible aux Canadiens. Donc, je pense qu'on a la preuve qu'on a tellement de produits niché, bien entendu, mais qui a tout le temps un plan B, une alternative. Puis, je vais refaire du pouce aussi sur ce que tu as dit, tu sais, que les tarificateurs, c'est important, tout le monde est là pour grandir. Nous, c'est pas le but de refuser, c'est le but d'assurer le plus possible et de faire une offre le plus possible. Donc, ça, retenez ça parce que je pense que c'est important. Tu sais, déjà d'avoir fait l'effort d'en parler, nous, notre but, c'est de pouvoir assurer. Donc, puis pas n'importe quel prix, bien entendu, parce qu'on veut être sûr de payer à la fin. Mais de faire... parce que c'est ça, en bout de ligne, la paye d'un courtier. Hein, c'est que s'il arrive un sinistre ou une réclamation, ben que ça paye. Donc, tout le monde travaille dans ce sens-là. Puis ça, là-dessus, je suis bien fière de dire que ça paye. Donc... Ça, c'est une des choses que tu apportes qui est importante, tu sais, puis ceux qui ont des idées, là, tu sais, nous, Emma, on est arrivé avec une idée qui était de créer un produit avec un problème spécifique pour les femmes enceintes, puisqu'il y avait souvent des problèmes qui étaient différés, voire même refusés pour certaines caractéristiques de santé. Puis là, on avait identifié cette niche-là, puis on était capable de leur démontrer à Emmanuel que, bon, cette niche-là est pas si risquée que ça quand on regarde les risques. En fait, il y avait, je pense, 32 décès sur 680 000 naissances au Canada. Tu sais, on peut se calmer au niveau gestion des risques, ça se calcule. Puis Stéphane Rochon, il a son mot de dire tout risque s'assure. Ça dépend, c'est comment que ce risque-là est composé. Si vous avez une personne qui a une maladie, c'est la seule personne au Canada qui a cette maladie-là, bien des chances qu'on ne puisse pas faire grand-chose. Mais c'est rarement le cas. Fait que si vous avez un type de risque que vous voyez que, écoute, ce marché-là n'est pas desservi, mettons, je pense, un des gros problèmes qu'on a en ce moment, c'est soit les enfants autistes ou les diabétiques de type 1. Les diabétiques de type 1, c'est deux sphères pas si faciles que ça à assurer. Mais si vous avez un moyen de pénétrer ce marché-là, d'aller chercher un volume significatif qui va permettre à l'assureur de diversifier son risque, pas juste sur une personne, mais sur plusieurs, créer un pool, puis vous avez une bonne stratégie d'affaires, gênez-vous pas à approcher Humania, gênez-vous pas à approcher d'autres compagnies d'assurance puis pitcher votre plan d'affaires. Puis celle qui va avoir de la place dans son backlog de développement de produits dans les 24 prochains mois, puis qui va avoir le goût de prendre ce risque-là avec vous, puis de créer une relation, un partenariat, une relation humaine avec vous, ben ils vont se montrer ouverts. Mais il faut penser comme un entrepreneur, comme un businessman, puis il faut comprendre leur réalité à eux. On peut pas arriver en disant ben voyons voir que t'es pas capable de faire ça. Faut arriver là avec de l'ouverture puis un sens de la business qui fait du sens, puis ils vont toujours être à l'écoute pour des bonnes idées puis des gens qui ont de l'audace. Ça, c'est clair. Amélie, ça a été un plaisir, vraiment. Mais merci beaucoup, Félix. Yes. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Bye bye.